Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder ce site de Roger Mansuy pour un questionnaire vrai-faux et on va aller donc sur www.rogermansuy.fr/hx2 comme vous voyez ici et on va aller voir les espaces euclidiens, ça va pas faire de mal. Il y a deux espaces euclidiens, il y en a un ici et il y a le 2. Voilà. Et donc, je vous laisse regarder le questionnaire. Il y a des jolies questions et puis il y a des pièges mesquins un petit peu, oh, des choses où il faut bien lire entre les lignes. Ok. Donc, regardez-le. Mais il y a des petites si vous vous trompez sur certains, c'est pas grave. D'autres où c'est vraiment des bonnes questions bien précises, là où ça fait mal. Donc, je vais attaquer la correction, là maintenant. Alors, on y va. Un produit scalaire sur un R espace vectoriel E est une forme linéaire sur E2 symétrique définie positive. Bon, eh bien non, E2 est bien un espace vectoriel, hein. Une forme linéaire sur E2, ça existe, mais là c'est une forme bilinéaire. Si on lit rapidement, eh ben, on se trompe. Donc là, c'est faux. Alors c'est toujours, bon, celui-là, il est quand même un peu mesquin parce que, bon, notre regard est porté sur symétrique défini positif, et alors que, voilà, hein, c'est linéaire. Ok, mais ça fait partie du jeu. La norme euclidienne associée à un produit scalaire est linéaire. Bon, alors la norme, non, on a une inégalité triangulaire, hein. C'est justement tout le contraire de linéaire. Et puis la multiplication par un scalaire, eh bien, c'est remplacé par la valeur absolue et non pas par le scalaire. Donc là, c'est archi faux. Alors, xy donne xy transposé est un produit scalaire sur Mn1. Donc sur Mn1, ça veut dire qu'on a n lignes et une colonne, donc ce qu'on appelle les vecteurs colonnes. Donc ici, il s'agit d'une colonne multipliée par une ligne. Donc une colonne, donc on a du n1 multiplié par du 1n, ça fait du nn. Donc ça, c'est une matrice. Une matrice nn, et donc c'est faux. Entre parenthèses, hein, je vous signale que c'est une matrice nn de rang inférieur à 1. Ça, c'était dans un problème, c'était au tout début d'un problème d'agrég externe. Est-ce que c'est 2017? Ouais, peut-être 2017. Voilà, donc de toute façon, c'est faux, hein, et oui, c'est une matrice de rang 1 ou 0 si x, soit y est nul. AB donne trace de A transposé B est un produit scalaire sur Mn de R. Bon, alors là, oui, complètement. Quand on va faire la trace de A transposé à B, eh bien, il faut regarder les termes diagonaux de A transposé B. Donc, ça nous fait du... si j'appelle A'Ij les coordonnées de A transposé, ça fait du A', de la somme de A'Ij fois BJI, une somme sur J pour le terme diagonal, et on fait une somme sur I pour la trace. Et le A transposé, bah, ça fait que A'Ij, c'est AJI. Et donc, ça va faire une somme sur I et J de AJI carré. Donc, c'est exactement, dans les coordonnées dans la base canonique de Mn de R, hein, la base des matrices élémentaires, eh bien, c'est exactement la norme, la forme euclidienne canonique, quoi, qui donne la norme euclidienne. Voilà, donc ça, c'est vrai. Trace de A, B transposé est un produit scalaire. Alors là, cette fois-ci, on prend A, B transposé. Alors, bon, pareil. Alors, quand on va faire A, ça fait AIJ
B', oui, alors en fait, oui, non, en fait, c'est tout bête. C'est que la trace de AB, c'est égal à la trace de BA. Donc, vous voyez bien que ici, c'est pareil que ça. La trace, en plus de la transposée, c'est la trace de la matrice. Donc, la trace, il faut bien savoir, c'est stable par commutation des matrices, hein, qui sont multipliées, et par transposée. Mais ici, c'est surtout parce que trace de A, B transposée, c'est trace de B transposée A. Donc, c'est pareil que ça, parce que c'est symétrique. Oui, alors ça, peut-être que je n'avais pas dit ici que c'est symétrique. J'avais juste insisté sur le côté défini positif. Donc, si on remplace AB par BA, on a B transposé A, ici. Et quand on va prendre la transposée de B transposé A, ça fait A transposé B. Donc ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, c'est symétrique parce que la trace est invariante par transposition. Voilà. Et donc ici, ça marche aussi. Bon. Ouais. Soit S dans Sn de R, x, y, alors c'est x transposé S, y, est un produit scalaire sur Mn de 1. Alors, comme x et y sont des vecteurs colonnes, ça veut dire qu'on a une ligne, une matrice, Nn, et une colonne. Donc, ça va faire à la fin, effectivement, un scalaire, puisque ça va faire une matrice 1, 1. D'accord ? 1n, nn et n1. Ça fait 1, 1. Par cette relation de Chasles, un peu, de la multiplication matricielle. Mais, produit scalaire, non. Si vous prenez 0, S égale 0, c'est symétrique, et ce n'est pas un produit scalaire. Ce qu'il faut, c'est que Sn soit définie positive. Donc, définie positive. Donc, elle est symétrique, donc déjà, c'est bon. Ça va donner une forme bilinéaire symétrique, mais parce que, comme c'est un scalaire, c'est une matrice 1, 1, elle est égale à sa propre transposée, elle est symétrique. Et quand on va prendre la transposée, ça va faire Y transposé, S transposé, X. Donc Y transposé, S, puisque c'est symétrique, X. Et donc on voit bien que XY est égal à le produit XY. Ici, c'est la même chose que YX. Donc là, la symétrie, pas de problème. Hein, c'est bilinéaire, clairement, symétrique aussi, mais ce ne sera pas un produit scalaire. Vous prenez S égale 0. Et il faudrait que S soit dans Sn++, d'accord ? Parce qu'on sait que cette matrice, avec le théorème de Sylvester, elle a une signature, et il faut que cette signature soit N0. Voilà. Il y a assez peu de chances, vu toutes les signatures possibles. Je crois qu'il y en a N+1, facteur de N+2 sur 2, hein, de signatures possibles. Ça marche, ça ? Si je prends N égale 2, ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1 et 0, 2. Ça fait 6. Et donc, si je fais 2 fois 2 plus 1, facteur de 2 plus 2 sur 2, ça fait 2 fois 3, 6. Ça marche. Donc, ouais, ça doit être ça. N+1, facteur de N+2 sur 2. OK. Ceci, c'est fou. Donc, vous voyez, hein, déjà, rien que pour n égale 2, c'est presque une chance sur 6. Bon, c'est grossier ce que je dis, hein, c'est pas ça, mais en gros, au niveau des signatures, c'est une chance sur 6. Ceci est un produit scalaire. Alors bon, bah, non, parce que vous voyez que là, c'est une intégrale de 0 à 1. Alors bon, bien sûr, c'est bilinéaire, c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite. C'est positif, oui, c'est positif ou nul en tout cas, parce que quand on va faire f égale g, on a l'intégrale d'un carré. C'est sur les continus, donc d'accord. Donc si ça avait été 0, 1 fermé,
Alors là, ça marchait. Mais là, c'est moins 1, 1. Donc, on peut imaginer parfaitement une fonction continue qui est nulle de moins 1 à 0, mais qui est non nulle après, voilà. Non, on peut imaginer parfaitement une fonction qui est non nulle sur moins 1, 0, mais qui est nulle sur 0, 1. Voilà. Et donc, on aura l'intégrale de 0 à 1 de f carré dt qui va être égale à 0, puisque c'est nul sur 0, 1. Mais par contre, la fonction sera non nulle, parce qu'elle est non nulle sur moins 1, 0. Donc, elle n'est pas définie. Elle est positive, mais elle n'est pas définie. Donc là, c'est faux. Là, fg, ceci est un produit scalaire sur... Alors, je suppose que ça, c'est les fonctions continues par morceaux, mais sur 0, 1 ouvert. Donc là, ça sent le piège. Et effectivement, c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, c'est positif. Mais par contre, le seul problème, c'est que ce n'est pas défini. Parce qu'on peut parfaitement imaginer des fonctions qui tendent vers l'infini, mais méchamment, en 0 ou en 1, et qui font diverger l'intégrale. Donc, le seul problème, c'est pas que ce soit... Si c'était défini, ce serait un produit scalaire. Et là, ce n'est pas défini. Donc là, c'est faux. Fg, ceci est un produit scalaire sur R de x. Alors, on va prendre donc un polynôme. Alors, c'est bilinéaire, c'est défini. Est-ce que c'est défini? Oui, si on prend un polynôme, on le met au carré, on prend l'intégrale de 0 à 1, et ça fait 0. Ça veut dire que le polynôme s'annule sur 0,1. Donc, il est nul. Donc, ça m'a l'air d'être défini, positif, je vais mettre vrai. Oui. Soit A1 strictement plus grand que A2, jusqu'à AN, PQ donne somme de K égale 1 à N de PAN, QAN, est un produit scalaire sur Rn de X. Alors ça ressemble à ce qu'on appelle les formes de Hankel. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce sont les formes de Hankel. Elles peuvent être approchées juste matriciellement, comme c'est souvent le cas. D'ailleurs, les gens font des développements sur les formes de Hankel par la méthode. Donc ça, c'est un carnet de voyage en algébrie. Mais ça peut être aussi par une méthode plus naturelle sur les polynômes, comme ceci. Alors, ça, est-ce que c'est un produit scalaire? Donc, linéaire à gauche, linéaire à droite, OK. Symétrique, OK. Positif, OK. Défini, toujours pareil. Supposons que somme de P carré DAK est nulle. Donc, tous les P de AK sont nuls. Donc, P s'annule sur N réel. Mais P est de degré N, donc c'est très possible. On n'est pas obligé d'avoir P nul. S'il y en avait eu N plus 1, par contre, là, ça aurait été un produit scalaire. Mais là, c'est faux. Soit x et y, deux vecteurs d'un espace euclidien de même norme. Alors x plus y et x moins y sont orthogonaux. Bon, bah oui, ça c'est... Attendez. Oui, si ça a la même norme, oui, c'est orthogonaux. En fait, c'est une propriété du losange, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'un losange, ça va être un quadrilatère, donc tous les côtés, donc les côtés, ça va être x et y, ils vont être portés par les vecteurs hein, x et y, donc tous les côtés sont égaux en longueur, eh bien, on a un losange. Ça implique, quand on a un losange, que les diagonales, donc x plus y, x moins y, sont orthogonales. Alors ça, c'est juste une identité remarquable. On fait le produit scalaire des deux, et ça fait module de x au carré moins module de y au carré, ça fait 0. Ça, c'est vrai.
soit x et y, deux vecteurs d'un espace euclidien, alors, oula, norme de x plus y au carré plus norme de moins x plus y au carré est égale à ça. Bon, bah, on développe bêtement. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer ces formules-là. Donc là, ça fait norme de x carré plus 2 scalaire xy plus norme de y carré. Bon, déjà, bon, vous voyez que ça va être faux parce qu'on va avoir ici 2 fois norme de x avec un plus 2, 2 fois norme de x, y2, et puis les termes, les doubles produits, bah, ils vont disparaître. Hein, donc, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est plutôt 2 modules de y2 plus 2 modules de x2. Donc, pareil, c'est une histoire de quadrilatère où on regarde la somme des carrés des diagonales. Ça va être égal à une somme des côtés au carré. Soit x et y, deux vecteurs d'un espace euclidien, alors x et y sont orthogonaux si et seulement si ceci. Bah oui, toujours pareil, on développe, il va nous rester 2 x scalaire y égale 0 quand on va simplifier. Et donc, ça fait x scalaire y égale 0. Et donc, c'est ainsi et seulement si. Soit x, y et z, trois vecteurs d'un espace euclidien, alors x, y et z sont orthogonaux si et seulement si on a ça. Alors déjà, si ils sont orthogonaux, ben on a ça. On peut imaginer un parallélépipède rectangle hein, avec les trois vecteurs orthogonaux. C'est un super Pythagore. Quoi. Bon, en développant, comme ils sont orthogonaux, ben, on voit qu'on a ça. C'est juste un développement. Alors, je vous rappelle, hein, la base des développements d'une norme au carré, c'est la norme euclidienne. Et c'est ça la grande force de la norme euclidienne, c'est que la norme euclidienne au carré, elle se développe. Les autres normes, non. Alors que celle-là, elle se développe. Elle va se développer en norme de x carré, plus norme de y au carré, plus norme de z au carré, plus les trois doubles produits scalaires. Voilà. Donc là, c'est bien ça. Mais réciproquement, si ça, c'est égal à ça, bah non. On peut parfaitement imaginer... alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez x, y orthogonaux, vous avez x plus y, norme de x plus y au carré, qui va être égal à norme de x au carré plus norme de y au carré. Mais regardez bien, hein, regardez la norme de x plus y au carré. Si vous avez un angle obtus, bah, vous allez avoir un cosinus négatif, donc la norme va être plus petite. D'ailleurs, on le voit bien en faisant un petit dessin. Et quand vous avez un angle aigu, bah, la norme de la somme va être plus grande que la somme des carrés, parce que vous avez un cosinus positif. Hein. Je vous rappelle que x, y, le produit scalaire x, y, ça va être cosinus θ fois la norme de x, norme de y. Donc, par exemple, prenez au max, hein, vous allez prendre x égale y. Voilà, comme ça, là, vous êtes tranquille. Et maintenant, vous pouvez parfaitement imaginer x égale y. Vous prenez un z qui fait un angle obtus. Donc quand vous avez x égale y, ça fait là, ici, la norme de x plus y. Donc, ça fait 4 fois la norme de x au carré, hein, ici. La norme de x plus y au carré, c'est 4 fois la norme de x au carré. Donc là, ici, vous voyez que vous avez vraiment de la marge, parce que ici, à droite, dans le membre de droite, vous avez 2 fois la norme de x au carré. Donc ici, vous allez avoir quelque chose, un vecteur très grand, et vous allez prendre un z qui va compenser au niveau avec un angle obtus avec x, pour compenser le fait que cette norme
est passée très grande, et vous pouvez rattraper ça. Vous allez écrire une petite équation, et vous allez voir que vous pouvez trouver un contre-exemple très facilement, hein, en développant ça, juste avec y égale x. Hein, je vous conseille de le faire. Ce n'est pas difficile. Et vous allez voir que c'est faux. Donc, bah oui, parce que x et x ne sont pas orthogonaux. Soit x1, x2, xn appartenant à Rn, alors on a ça est inférieur à ça. Oui, c'est un classique, ça c'est Cauchy-Schwarz. Hein, Cauchy-Schwarz avec deux vecteurs, bah, le vecteur x, là ici, et le vecteur avec que des 1. Donc ici, vous allez avoir 1 fois xk, une somme pour k égale 1 à n de tous les 1 fois xk, la carré. Donc vous avez ici le produit scalaire des deux vecteurs au carré, qui est inférieur à la norme au carré du vecteur avec que des 1, qui est bien égal à n, et fois ça. Donc là, c'est vrai. Il y a dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour x et y, x, si et seulement si il existe. Ah non, 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 j'ai pas compris. Il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, si et seulement si il existe lambda dans R+, tel que x égale lambda y. Alors, presque, oui. En fait, c'est si et seulement si x et y sont collinaires. Mais vous voyez que si, par exemple, vous avez x non nul et y nul, vous n'avez pas cette égalité. En revanche, ils sont collinaires et il y a égalité. Donc là, dit comme ça, c'est faux, mais c'est presque juste. En fait, c'est juste la collinarité. Entre parenthèses, hein, vous avez une inégalité de Cauchy-Schwarz pour des formes qui sont juste positives, des formes bilinéaires sur R, positives et non pas définies positives. Voilà. Et là, quand elles sont positives, bah, vous avez un noyau de la forme, vous avez et en fait, voilà, le noyau, il va consister ici, dans le cas des formes positives, en les vecteurs isotropes, c'est-à-dire les vecteurs sur lesquels la Q s'annule, la forme quadratique s'annule. Et là, le cas d'égalité, c'est d'être collinéaire modulo ce sous-espace de vecteurs isotropes qui coïncide à ce niveau-là, c'est exceptionnel, avec le noyau de la forme. Voilà une petite précision importante. Soit A0 strictement supérieur à 1 jusqu'à n, les polynômes de Lagrange associés à ces réels. Alors, les polynômes de Lagrange associés à ces réels, ça veut dire des polynômes qui sont de degrés. Alors, comme on va de 0 à n, hein, moi, je le fais comme ça. Hein, je dis par 2 points passe une droite. Donc, par n plus 1 point va passer une droite unique, va passer un unique, normalement, bon, parce qu'ils sont tous distincts, deux abdos distincts, va passer une seule courbe polynomiale de degré n. Voilà. Donc là, c'est bon. Forme une base orthonormée pour ce produit scalaire. Alors, ça m'a l'air juste. Là, il n'y a pas de piège mesquin. Donc, les polynômes de Lagrange, ils valent. Donc, le LI va être tel que LI, le polynôme LI de AI est égal à 1 et LI de AJ est égal à 0 si J est différent de I. Donc, c'est un delta IJ, symbole de Kronecker. Et donc, ici, quand on va faire LI, LI, ben, on va avoir un 1 à un seul endroit et 1 au carré. Donc, ça va faire 1. Et quand on fait LI, LJ, à chaque fois, il y aura toujours au moins un 0 dans le produit et ça fait 0. Donc, c'est bien ce qu'on appelle une base orthonormée
pour ceci, qui est bien un produit scalaire cette fois-ci. Il n'y a pas de piège non plus à ce niveau-là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a n plus 1 éléments, et donc c'est bien défini. On l'a dit tout à l'heure. Donc là, c'est bon. La base canonique de Rn de, je suppose que c'est de Rn de x, il y a une typo, est orthogonale pour le produit scalaire, ceci. Bon, alors, c'est bien un produit scalaire, ça. Bon, c'est une question qu'on peut être amené à se poser. Alors, c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, hein, parce que la dérivée et l'annulation et l'évaluation, pardon, sont des formes linéaires. Donc ça, c'est bien linéaire. On fait la somme, tout ça, on est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien symétrique? Oui. Est-ce que c'est bien positif? Oui, puisque c'est une somme de carrés quand on fait P égale Q. Est-ce que c'est bien défini? Alors, oui, parce que si la somme des pk de 0 au carré, ah, si la somme des pk de 0 au carré est égale à 0, c'est que les sommes, c'est que tous les pk de 0 sont nuls. Voilà. Et donc, s'ils sont tous nuls, eh bien, ils sont P est nul. Alors, pourquoi? À cause de la formule de Taylor, polynomiale. La formule de Taylor va nous dire que si les pk de 0 sont tous nuls, pour k allant de 0 à n, donc en fait, ils sont tous nuls, parce que comme le polynôme est de degré n, les autres sont nuls, les dérivés après. Donc vous avez toujours une formule de Taylor polynomiale qui vous dit que P est égal vraiment à 0 à cause de ça. Donc c'est bien défini. Donc c'est bien un produit scalaire. Maintenant, la base canonique est orthogonale. Bah oui. Hein. Alors, parce que quand on fait alors xk, alors donc on prend le polynôme, le monôme, donc la base canonique, c'est les monômes. Donc on prend x puissance m, d'accord? Et maintenant, on fait p k de 0 pour p égale x puissance m. Bon, vous voyez bien que ça va faire, si k égale m, ça va faire factoriel m, si je m'abuse. Et si k est différent de m, ça va faire 0, soit parce que la dérivée est allée trop loin, donc ça s'est annulé, soit parce qu'elle n'est pas allée assez loin, et donc en 0, ça va s'annuler. Voilà, en gros. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça, et donc ça va faire exactement comme pour les polynômes interpolateurs de Lagrange, sauf que ça ne va pas être orthonormé à cause de ce factoriel m, mais ça va être orthogonal, oui, donc je dis que c'est vrai. Pour toute base de Rn, il existe un produit scalaire la rendant orthonormée. Pour toute base de Rn, il existe un produit scalaire la rendant orthonormée. Donc on part de Rn, on prend une base, E1 jusqu'à En, qui n'est pas forcément la base canonique, et on va prendre la forme bilinéaire symétrique qui a pour base, qui a pour matrice S égale identité, la matrice identité, dans cette base. Ça veut dire que dans la base canonique, ça va être de la forme P transposé P, dans la base canonique, hein, où P, c'est la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne base, c'est-à-dire vers la base canonique. Ou, si vous voulez, c'est la matrice inverse de la matrice de passage de la nouvelle base dans la base canonique. Voilà. Bref, vous avez l'identité. Donc, dans cette base, vous avez une base dans laquelle c'est l'identité. Donc, c'est juste que
le fait que la base de ce produit scalaire, bon, c'est bien un produit scalaire, hein, d'après, on peut carrément appeler Sylvester, hein, c'est pas la peine de faire appel à Sylvester, mais au moins avec Sylvester, étant donné que la matrice, c'est l'identité, bah, on voit bien que la signature, c'est N0. Hein, voilà. Donc, c'est bien un produit scalaire. Et c'est orthonormé, puisque la matrice dans cette base, c'est l'identité. Donc, c'est vrai, et on la construit. Toute famille orthogonale d'un espace euclidien est libre. Alors, toute famille orthogonale dont on a des vecteurs non nuls. Alors, s'ils sont non nuls, les vecteurs, regardez, vous écrivez une combinaison linéaire de vecteurs UI, I allant de 1 à K, par exemple, et vous écrivez une somme de alpha I UI égale 0. Donc, si vous passez par le produit scalaire par un UJ, comme la famille est orthogonale, il va vous rester de votre combinaison linéaire nulle uniquement alpha J UJ UJ, donc la norme de UJ carré, est égale à 0. Alors, si UJ est nul, ah ben, là, on n'a pas de chance. Si UJ est non nul, là, ça va bien faire UJ égale 0. Donc, si UJ est nul, ben, ça reste une famille orthogonale, quoi, parce que le produit scalaire, techniquement, il est nul. Donc, voilà, j'ai envie de dire faux. Mais si on avait dit constitué de vecteurs non nuls, alors ça aurait été libre. Tout espace euclidien admet une base orthonormée. Oui, on part d'une base, donc l'existence d'une base provient, je vous rappelle, du théorème de la base incomplète et du fait que quand on a un vecteur non nul, ça forme une partie libre. Donc on a une partie libre et bon, donc ça nous fait une base déjà. Et avec cette base, il y a le procédé de Gram-Schmidt qui nous la transforme en base orthonormée, en plus avec une matrice de passage, attention, pour avoir l'unicité, une matrice de passage triangulaire supérieure avec que des éléments positifs sur la diagonale. Ça c'est important pour avoir une certaine forme d'unicité, hein, de dire ça. Mais bref, ça admet une base orthonormée. Alors après, est-ce que 0, est-ce que, non, je pense pas que, est-ce que 0, l'espace nul, est considéré comme un espace euclidien? Et ce serait un espace nul qui n'admet pas de base orthonormée? Non, je pense pas qu'on aille jusque-là. Parce que là, dans ce cas-là, ce serait faux. Mais non, alors, tout espace euclidien, ouais. On va dire que l'espace nul, bon, on va voir. Ouais, c'est bon. On va dire que l'espace nul n'est pas vraiment euclidien. Parce que lui, il n'admet pas de base. Voilà. Ou alors, il faudrait dire, si l'espace nul est un espace euclidien, mais l'ensemble vide est une base orthonormée. Bah oui, on peut tout dire sur le vide. Hein. Tout est vrai, hein, sur le vide. Hein. Voilà. Pour tout produit scalaire, R de x admet une base orthonormée échelonnée en degrés. Alors, bon, on va partir de... On est en degré 1. Donc, on va partir de x. Et puis, bon, comme il est non nul, le polynôme x, sa norme pour le produit scalaire est non nulle. Donc, on peut diviser par sa norme pour avoir quelque chose de norme 1. Puis, on regarde R2 de x. On orthonormalise la base pour le produit scalaire. Donc, attention, hein, le produit, Gram-Schmidt, hein, le procédé de Gram-Schmidt, ne fonctionne que pour les produits scalaires, hein, et pas pour le reste. Hein. Donc, ça marche, etc., par récurrence. Hein. Et oui, oh, c'est rigolo.
R de X admet une base orthonormée échelonnée en degrés, c'est vrai. Donc, c'est un Gram-Schmidt qu'on fait par récurrence, à chaque fois, en montant de degré en degré. L'orthogonale d'un espace euclidien est l'ensemble vide. De toute façon, non, l'orthogonale, c'est un sous-espace. Donc déjà, l'ensemble vide, déjà, c'est pas possible. Donc c'est 0, mais pas l'ensemble vide. Pour toute partie A d'un espace euclidien, A orthogonal est un sous-espace vectoriel. Bah oui, parce que par linéarité, à droite ou à gauche, je ne sais pas, de la forme bilinéaire, si un élément est orthogonal à petit a, et s'il est orthogonal, et si, donc, si un élément de E est orthogonal à petit a, et si un autre élément de E est orthogonal à petit a, donc grand A, alors la somme aussi va être orthogonale à petit a. C'est la bilinéarité. En tout cas, la linéarité d'un côté, à gauche ou à droite, je ne sais pas comment on appelle l'orthogonale, si c'est l'orthogonale à gauche ou l'orthogonale à droite. De toute façon, c'est pareil. Et pareil pour tous les éléments de A. Donc, pour la somme, c'est bon. Et puis pour le produit, c'est évident. Pour le produit par un scalaire, c'est évident. Donc oui, pour tous ces espaces vectoriels F d'un espace euclidien E, dim de F orthogonal égale dim de E moins dim de F. Oui. Donc ça, c'est bien connu. Alors la preuve, elle se fait, en tout cas, j'aime bien la faire avec le dual. Et le fait qu'une forme bilinéaire, c'est caractérisé par un morphisme de l'espace E dans le dual. Donc, on le fait dans le dual, on le monte dans le dual, et ensuite on rapatrie grâce à cette forme, grâce à cette application linéaire E dans le dual. Et d'ailleurs, ça vous montre que ici, on peut généraliser ça quand la forme bilinéaire implique une application linéaire entre E et le dual qui est bijective. Alors on dit que cette forme est non dégénérée, et donc on a aussi cette formule-là. Donc c'est aussi pour les formes bilinéaires non dégénérées. Pour tout sous-espace vectoriel F et G d'un espace euclidien, F orthogonal inter G orthogonal est égal à F plus G orthogonal. Alors double inclusion, hein, on va regarder. F plus G orthogonal, bah oui, vous avez de droite à gauche, c'est facile parce que F est inclus dans F plus G. Donc, par le fait que l'orthogonal est décroissant, en quelque sorte, hein, pour l'inclusion, ça va faire que F plus G orthogonal est inclus dans F orthogonal. Et pareil, F plus G orthogonal est inclus dans G orthogonal. Donc F plus G orthogonal est inclus dans l'intersection. Et dans l'autre sens, bah, si on est orthogonal à tout élément de F et orthogonal à tout élément de G, eh ben, on est orthogonal à tout élément de F plus G par linéarité. Donc ça, c'est vrai. C'est assez facile. Alors attention, l'autre égalité, F orthogonal plus G orthogonal est égal à F inter G orthogonal. D'accord, bah, l'orthogonale qui transforme l'addition en intersection et l'intersection en addition est un peu plus difficile. Hein, ça, la double inclusion, vaut mieux le faire avec une inclusion évidente et une égalité de dimension avec la formule de Grassmann et la formule qui est au-dessus. Pour tout sous-espace vectoriel F et G d'un espace euclidien, ça, c'est égal à ça. Alors, si on est orthogonal à F, à tout élément de F, et... Ouh là là. On suppose qu'on est orthogonal à F union G. Ça veut dire qu'on est orthogonal à tout élément de F et aussi à tout élément de G, puisque c'est F union G. Donc on est orthogonal à F plus G. Maintenant, comme F
Alors, donc, on a l'inclusion directe. Maintenant, comme F est inclus dans F union G, on a... non. Maintenant, comme F union G est inclus dans F plus G, on a F plus G orthogonal qui est inclus dans F union G orthogonal. Voilà. Donc, c'est vrai. C'est bizarre. C'est vrai. Pour tout sous-espace vectoriel F et G d'un espace euclidien, F inclus dans G, si et seulement si F orthogonal inclus. Ben non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. C'est dans l'autre. L'orthogonale est décroissante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'inclusion. C'est faux. Dans un espace euclidien E, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire orthogonal. Oui. Alors, parce qu'on est dans un espace euclidien. Alors, attention, c'est là où je reviens pour ceux qui sont plutôt du côté de la grecque. Hein, donc, il faut aussi savoir que dans un espace quadratique, avec une forme quadratique non dégénérée, alors ça devient faux. Vous prenez une droite, vous prenez la forme quadratique x2 moins y2 dans R2, qui va être de signature 1, 1, et vous prenez justement, bah tiens, le vecteur 1, 1, il est isotrope, bah lui, il est égal à la dimension de son orthogonale, la droite isotrope, vous regardez la droite que 1, 1, donc c'est la première bisectrice, c'est une droite isotrope, donc, parce que 1 au carré moins 1 au carré, ça fait 0, et pour tout élément de la droite, lambda, lambda, ben lambda carré moins lambda carré, ça fait 0, donc ça fait une droite isotrope, et donc son orthogonale est bien de dimension 1, on a bien la bonne formule, 2 moins 1, mais par contre, ça ne va pas être supplémentaire. Donc le supplémentaire, parce que c'est elle-même, donc elle n'est pas supplémentaire à elle-même. Donc c'est faux si on est dans un espace quadratique, hein, réel, général, même avec une forme quadratique non dégénérée. Mais là, c'est vrai. Parce que l'intersection, d'accord, au niveau de la dimension, ça marche, et l'intersection de F inter, donc l'intersection F inter F orthogonale, comme on a une forme quadratique qui est définie, c'est que des éléments qui vérifient Q phi de x égale 0, puisqu'ils sont eux-mêmes leur propre orthogonale. Donc Q de x égale 0, donc x égale 0, et l'intersection est nulle. Donc ça marche. Si E1 jusqu'à EP est une base orthogonale de F, la projection orthogonale de X sur F, c'est ça. Alors, attention, non. Il faut diviser par la norme. On n'a pas dit orthonormé. Si ça avait été orthonormé, ça aurait marché. Mais là, c'est orthogonal, donc il faut diviser par EK, EK. Donc là, écrit comme ça, c'est faux. Une projection P d'un espace euclidien est orthogonale si et seulement si norme de P de x est inférieure à x pour tout x dans E. Bon, oui. En tout cas, si c'est orthogonal, alors on a bien que la norme de P de x par Pythagore, hein, donc norme de x au carré est égale à norme de x moins P de x plus P de x au carré. Mais x moins P de x et P de x sont orthogonaux, et donc ça va être par Pythagore norme de P de x plus norme de x moins P de x, le tout, voilà. Norme de P de x au carré plus norme de x moins P de x au carré. Et donc ça va faire effectivement que norme de P de x au carré est inférieure à norme de x au carré. Voilà. Et la réciproque, bah, oui aussi. Donc, si c'est pas orthogonal, on va pouvoir trouver des projetés, hein, qui sont plus grands, un peu à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez une diagonale d'un parallélogramme,
Si le parallélogramme, c'est un rectangle, eh ben, la diagonale va être bien sûr plus grande que chaque côté. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a là. Hein. Ça, c'est une diagonale et ça, c'est un côté. Mais si vous prenez un certain parallélogramme, un autre parallélogramme, vous allez avoir une petite diagonale et une grande diagonale, en quelque sorte. Et puis la petite diagonale va être plus petite que les côtés à cause d'un produit scalaire qui va être négatif. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Donc, ici, à partir du moment où ce n'est pas orthogonal, vous pourrez toujours trouver une possibilité pour que le côté soit plus grand que la diagonale. Donc là, c'est vrai. Et voilà, on termine en beauté.